3 avril pour ce Web Social Café portant sur les actualités sociales liées au coronavirus et plus précisément sur toutes les mesures mises en place depuis une semaine par le gouvernement dans le champ social afin d'aider les entreprises à traverser cette crise sanitaire. Alors, nous allons faire un état des lieux car l'actualité a été très très riche en informations et en réformes, surtout depuis ce 25 mars. Alors pour rappel, Sinov a publié un site internet depuis quelques jours pour vous tenir informés sur toutes ces mesures, et pas uniquement dans le champ social, mais aussi économique. Donc n'hésitez pas à consulter notre site covid19.sinov.fr. Nous publions que les informations officielles chaque jour. Nous ne publions pas effectivement tous les effets d'annonce et tous les codes de communication, mais uniquement ce qui est vraiment officiel. Donc vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. Donc notre objectif dans ce webinaire va être de parcourir toutes ces mesures, notamment toutes les ordonnances publiées depuis le 25 mars, une à une, et étudier leur potentiel impact sur votre entreprise ou comment vous pouvez les exploiter pour votre activité. Alors, il y a eu près de 25 ordonnances sorties le même jour, sorties le 25 mars, toutes qui régulent un point de l'activité. Mais ne vous inquiétez pas, bien entendu, nous avons fait une sélection et nous n'allons évoquer que les ordonnances qui potentiellement vous concernent. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet par l'ordonnance que nous avons beaucoup évoquée durant nos différentes sessions d'information de cette semaine. Vous l'aurez deviné, l'ordonnance du 25 mars sur les congés payés, RTT et jours de repos. Alors, l'ordonnance du 25 mars sur les congés payés. Excusez-moi, c'est vrai que je tousse un peu. Alors, l'ordonnance du 25 mars, voilà ce qu'il faut retenir de cette ordonnance. Alors, pour les congés payés, l'article 1 de l'ordonnance permet à un accord de branche ou d'entreprise d'autoriser l'employeur à imposer la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, soit une semaine, ou à modifier les dates d'un congé déjà posé dans la limite de 6 jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. Alors, c'est l'article 1. Je vous rappelle que vous aviez déjà quand même cette possibilité de déplacer des congés payés déjà posés par votre salarié, compte tenu des circonstances exceptionnelles et en application de l'article L 3141-16 du Code du travail, mais l'ordonnance rappelle cette possibilité. Alors, l'accord de branche ou d'entreprise peut également autoriser l'employeur à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié et y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Donc, en cas d'accord collectif demain, vous aurez la possibilité à la fois d'imposer des congés pris sur le solde des congés payés 2019-2020, mais aussi sur les congés payés acquis pour 2020-2021, alors que même la période pour prendre ces congés payés n'est pas encore ouverte. La date limite de ce dispositif a été fixée au 31 décembre 2020, ce qui peut vous laisser une marge d'adaptation lors de la reprise de l'activité, tout simplement. L'accord négocié de branche ou d'entreprise peut aussi vous autoriser à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et sans prendre en compte les dates de congé du conjoint. Vous savez bien que normalement, pour fractionner, on doit recueillir l'accord du salarié et on doit, à tout le moins, lorsqu'on fixe l'ordre de départ des conjoints, prendre la situation du conjoint pour choisir les dates. Là, l'accord vous affranchit de ces deux obligations. Donc, une disposition qui est assez utile sur les congés payés pour gérer vos salariés, mais qui est soumise à la condition d'un accord collectif, ce qui, je pense, complexifie naturellement son accès. Et j'ai eu de nombreuses questions sur ce point. À ce jour, je vous informe qu'aucun accord de branche n'a été signé pour fixer ce délai de prévenance, vous permettant d'imposer ces 6 jours de congés payés. Vous avez donc la possibilité de passer par un accord d'entreprise, et je vous rappelle à ce sujet que rien ne s'oppose à ce que l'ensemble des parties à la négociation soient convoquées pour participer à une réunion de négociation par voie de visioconférence ou même d'audioconférence, pour autant que les conditions dans lesquelles cette conférence se déroule permettent de respecter le principe de loyauté de la négociation. Donc si vous souhaitez entamer une négociation d'accord d'entreprise
pour ce thème, pour fixer ce délai de prévenance, et en conférence, enfin, par vidéoconférence ou audioconférence, n'hésitez pas à revenir vers moi sur ce sujet. Donc, revenons maintenant à notre ordonnance. Donc, le restant de cette ordonnance, ce qui ne concerne pas les congés payés, mais le restant de l'ordonnance, je l'estime beaucoup plus utile aujourd'hui pour vous. Pourquoi? Parce que ce qui suit ne renvoie pas à un accord collectif, mais au simple pouvoir unilatéral de l'employeur. Et j'en viens sur les RTT. Donc, on a fait les congés payés, c'est à l'article 1. Les autres articles concernent les autres jours de repos. Sur les RTT, l'article 2 pose un principe et permet à l'employeur, par décision unilatérale, d'imposer la prise ou de modifier la date de jour de RTT, de repos des salariés au forfait et de jours affectés sur le compte épargne-temps. En revanche, il ne s'agit que des jours acquis, et la seule limite, c'est que les jours imposés ne peuvent être supérieurs à 10 jours. Et il est même précisé que l'employeur peut agir par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail. Donc, congé payé, c'est soumis à un accord, c'est juste pour fixer un délai de prévenance, mais c'est quand même soumis à un accord collectif qui va fixer ce délai de prévenance, alors que pour les autres jours de repos, l'employeur peut le faire unilatéralement. Alors, sur les forfaits jours, sur les jours de repos pour les forfaits jours, l'article 3 de l'ordonnance permet à l'employeur, par décision unilatérale, de décider de la prise à des dates déterminées par lui de jours de repos prévus à une convention de forfait. Une seule condition encore, et qui vaut pour tous les jours de repos, je répète, autre que les congés payés, c'est respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc. C'est la même chose, l'article 4 pour les jours du compte épargne-temps. L'employeur est autorisé à imposer la prise de jours affectés sur le compte épargne-temps à une date déterminée par lui-même. Alors, l'ordonnance, dont vous trouverez à chaque fois la source tout en haut de la slide, prévoit aussi un article 6. Un article 6 sur la durée du travail. Alors, j'en parle brièvement parce que nous ne serons pas concernés, mais cet article 6 permet de manière temporaire exceptionnelle aux entreprises relevant d'un secteur d'activité particulièrement actif en cette crise sanitaire et nécessaire à la continuité de la vie économique, de déroger aux règles du temps de travail. Et donc les secteurs concernés seront précisés par décret dans les prochains jours. Pour l'instant, pas encore sorti, mais dans les prochains jours. Donc on va veiller, mais il y a fort à parier que effectivement nous ne serons absolument pas concernés par cette disposition. Donc voilà pour cette ordonnance du 25 mars sur les congés payés, RTT, jours de repos et la durée du travail. Seconde ordonnance sur le fonds de solidarité. Alors, cette ordonnance du 25 mars, encore une fois, a été complétée par un décret quelques jours après du 30 mars, qui a mis en place un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire et des mesures prises pour limiter cette propagation. Ce fonds de solidarité est créé pour une durée de 3 mois, prolongeable par décret pour 3 mois supplémentaires. L'aide financière accordée prend la forme de subventions, c'est-à-dire que les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires au moins égale à 1 500 €, donc ça peut être supérieur, mais au moins égale à 1 500 €, vont percevoir une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 €. Par contre, les entreprises qui ont subi une perte financière inférieure à ces 1 500 € vont percevoir une subvention égale au montant de cette perte. Alors bien entendu, le gouvernement a posé des conditions d'accès à ce fonds que nous avons listées sur notre site et je vais reprendre les principales, notamment la première condition, c'est que l'effectif de l'entreprise doit être inférieur ou égal à 10 salariés. L'activité doit avoir débuté avant le 1er février 2020 et aucune déclaration de cessation de paiement ne doit avoir été déposée au 1er mars 2020. Le montant du chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice est inférieur à 1 million d'euros et le bénéfice imposable n'excède pas 60 000 € au titre du dernier exercice. Et dernier point, le gérant ne doit pas être titulaire d'un contrat de travail. Alors, une fois toutes ces conditions remplies, il faut justifier soit d'une interdiction d'accueil, mais on n'est pas concerné, soit justifier d'une perte de chiffre d'affaires au moins égale à 70% entre la période comprise du 1er mars au 31 mars 2020 par rapport à la même période en 2019. Donc on compare mars 2019
et mars 2020. Et la demande d'aide doit bien entendu être accompagnée de justificatifs et elle est entièrement dématérialisée. Vous trouverez le lien à la fois dans la slide, mais aussi sur notre site internet. Alors, troisième ordonnance du 25 mars qui peut potentiellement nous intéresser. Alors, l'ordonnance sur l'indemnité complémentaire. Alors, cette ordonnance ne concerne que l'indemnité versée en application de l'article L 1226-1 du Code du travail et non en vertu de l'article 43 de notre convention collective. Donc, on parle bien de l'indemnité complémentaire légale et non l'indemnité complémentaire conventionnelle. Alors, nous sommes dans la situation où le salarié vient d'arriver dans l'entreprise et de ce fait ne répond pas à la condition d'ancienneté d'1 an de notre convention collective. Et si l'article 43 de notre convention collective ne s'applique pas, si le salarié ne répond pas aux conditions d'accès conventionnelles, il y a alors cette ordonnance qui peut s'appliquer, cette ordonnance qui donne application à l'article 1226-1. Pourquoi? Parce que cette ordonnance prévoit pour tout salarié qui se trouve en arrêt de travail en raison d'une mesure d'isolement, de garde d'enfants ou même de maladie classique, la possibilité pour ce salarié de bénéficier, en plus des indemnités journalières de sécurité sociale, sans délai de carence et sans condition d'ancienneté, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur. De plus, le salarié n'aura même pas à justifier dans les 48 heures de son incapacité et n'a pas à être soigné tout de suite. Donc, en temps normal, je vous rappelle, il y a aussi un délai de carence de 7 jours et une condition d'ancienneté d'1 an pour cet article. Or, ces conditions ont été supprimées par cette ordonnance. Donc, vous êtes potentiellement concerné par ces situations. Si vous avez un salarié qui vient d'arriver, qui est en arrêt maladie, potentiellement, l'article 1226-1 du Code du travail s'applique de par cette ordonnance. Par contre, je précise également, c'est que cette ordonnance supprime certes la condition d'ancienneté et le délai de carence, mais ça ne vaut que pour le Code du travail. Ce qui est prévu dans la convention collective demeure. Donc toujours une condition d'ancienneté dans la convention collective. Alors, je vous rappelle également que l'indemnité complémentaire prévue par l'article 1226-1 est calculée selon la façon suivante, c'est que pendant les 30 premiers jours, on maintient 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pendant les 30 jours suivants, 2/3 de cette même rémunération. Donc, la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Et donc, si votre salarié est concerné par cette disposition, et si son service est en activité partielle, il faut adapter la rémunération. Parce que s'il avait continué à travailler, il aurait été en activité partielle. Donc, le maintien doit se faire au niveau de ce qu'il aurait perçu en activité partielle. Donc, si vous avez le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi à ce sujet. Donc voilà, nous avons vu les principales ordonnances du 25 mars qui peuvent avoir des conséquences sur vos salariés. Toutefois, excusez-moi encore pour l'atout, on peut noter quelques mentions honorables. Alors, la première notamment, si vous avez des salariés soumis à une autorisation de travail qui devait être renouvelée, au mois de mars, une ordonnance du 25 mars sécurise la situation des étrangers en situation régulière dont le titre de séjour aurait expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020. Cette ordonnance, en fait, elle va permettre aux intéressés de se maintenir régulièrement sur le territoire, donc malgré la fin de validité de leur titre de séjour, et pour une période de 90 jours, et vous, à être dans une situation légale d'emploi si vous avez dans vos effectifs des salariés soumis à une autorisation de travail. Seconde ordonnance, l'ordonnance, encore une fois, du 25 mars, relative à la prorogation des délais. Et attention, celle-ci, il faut vraiment s'accrocher. Alors, que prévoit cette ordonnance? Cette ordonnance prévoit que lorsque les démarches dont l'absence d'accomplissement peut produire des effets juridiques n'ont pas pu être réalisées pendant la période de confinement augmentée d'1 mois, elles pourront l'être à l'issue de cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la fin de cette période. Alors,
Notamment, les délais pour activer les procédures disciplinaires et de licenciement sont en théorie suspendus, puisque la prescription est interrompue, c'est ce que nous dit cette ordonnance, pendant la période de confinement. Alors, par exemple, si on a un salarié qui a commis une faute sanctionnable le 16 mars, on a en théorie 2 mois pour le sanctionner, donc 16 avril, 16 mai. L'employeur pourra activer la procédure de sanction à la fin du confinement, peu importe la date de fin, et dans une limite de 2 mois, parce que le délai pour le sanctionner est de 2 mois. Donc, c'est une ordonnance quand même à retenir, parce qu'elle permet une suspension de tous les délais pendant ces périodes de confinement. Troisième mention honorable, c'est une ordonnance du 1er avril. Alors, cette ordonnance est intéressante parce qu'elle prévoit la suspension de tous les processus électoraux du comité social et économique à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence. Donc, on retient suspension de tous les processus électoraux. Voilà ce qu'il faut retenir de ces ordonnances du 25 mars. Alors, nous avons un décret dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers jours, le décret du 25 mars sur l'activité partielle. Alors, dans notre état des lieux, je ne pouvais pas ne pas parler de ce décret, dont vous trouvez encore une fois la source tout en haut du slide. Alors, je ne vais pas revenir sur le dispositif d'activité partielle que nous avons très largement évoqué ces 2 dernières semaines lors des sessions d'information ou même du webinar ou même sur notre site internet. Je vais juste me contenter de recenser les derniers changements opérés par le gouvernement sur ce dispositif. Alors, pour contextualiser, le gouvernement a souhaité mettre en place le système d'activité partielle le plus protecteur d'Europe. Et hier, Pénicaud a communiqué sur le fait qu'il y avait environ un salarié sur 5 en activité partielle aujourd'hui en France. Alors, qu'a changé ce décret? Premier changement, la réduction du délai d'acceptation implicite de la demande d'activité partielle. Ce délai est passé de 15 à 2 jours, 48 heures, jusqu'au 31 décembre 2020, afin de permettre aux entreprises d'avoir rapidement une réponse. L'absence de décision d'autorisation dans ces 48 heures, dans ce délai de 2 jours, valant acceptation implicite de la demande. Donc, premier changement, on passe de 15 jours à 2 jours. Second changement, l'assouplissement de la procédure de l'avis préalable du CSE lors du dépôt d'une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. Je m'explique. Lorsqu'un employeur souhaite bénéficier du dispositif d'activité partielle, il devait habituellement déposer une demande préalable accompagnée de l'avis préalable du CSE, qu'il soit favorable ou défavorable, et si l'entreprise en est bien entendu dotée, du comité social et économique. Cependant, lorsqu'il sollicite le bénéfice de l'activité partielle, en ce moment, au motif de cette période de crise sanitaire, le gouvernement a estimé que les conditions matérielles peuvent empêcher la réunion rapide du comité social et économique, alors même que l'aide publique est immédiatement attendue, et donc ils ont prévu la possibilité de régulariser cet avis préalable dans les 2 mois à compter du dépôt de la demande. Donc, si vous faites votre demande et que vous avez un CSE, vous pouvez très bien faire la demande et vous avez 2 mois pour régulariser l'avis du CSE. Troisième changement, l'assouplissement de la procédure de dépôt de demande préalable. Alors, en temps normal, l'autorisation de recours à l'activité partielle doit être antérieure à sa mise en œuvre dans l'entreprise. Et c'est exactement ce que je vous avais dit dans notre webinaire du 13 mars, à savoir d'abord autorisation, puis application du dispositif. Ceci étant, pour répondre à la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a décidé de donner un délai de 30 jours aux entreprises après la mise en place de l'activité partielle pour déposer leur demande. L'acceptation de la demande permet donc, par ce changement, une indemnisation rétroactive de l'entreprise dans les limites de 30 jours.
Petit point à noter, pour bénéficier de cette couverture dite rétroactive, il faut présenter la demande sous le motif de circonstances exceptionnelles, et c'est exactement la situation. Quatrième changement opéré par ce décret, l'allongement de la durée de validité maximale d'autorisation d'activité partielle. Alors, précédemment, excusez-moi encore pour la tout précédemment, la durée maximale de l'autorisation d'activité partielle était de 6 mois et le gouvernement a pris la décision de rallonger à 12 mois. Dans le même sens, l'arrêté du contingent annuel d'heures indemnisables fixé jusqu'à hier à 1000 heures par an et par salarié a été adopté cette nuit, publié ce matin même. En conséquence, le contingent d'heures indemnisables par an et par salarié est passé de 1000 à 1607 heures, ce qui correspond logiquement à un 35 heures annuel. Donc voilà pour les changements les plus récents sur l'activité partielle. Et si vous avez encore des questions sur ce dispositif, n'hésitez pas à me consulter à ce sujet ou à suivre nos différentes sessions d'information en compagnie de Maître Hayat le lundi et le mercredi à 10 h. Sur notre site également, vous retrouverez toute la procédure et des exemples de calcul. Donc voilà, avançons dans notre état des lieux sur l'actualité avec une ordonnance qui, elle, donne un peu de baume au cœur en cette période. L'ordonnance du 1er avril modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite prime Macron. Alors, l'ordonnance sur la prime Macron du 1er avril. Qu'a prévu cette ordonnance? L'ordonnance assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat par rapport aux conditions fixées fin 2019 et qui exigeait pour rappel le fameux accord d'intéressement dans l'entreprise. La prime était limitée à 1 000 € maximum, que les entreprises étaient libres de verser à leurs salariés à condition d'avoir mis en place un accord d'intéressement dans l'entreprise. Alors, également aussi, je rappelle également que cette prime est ouverte aux salariés du secteur privé dont la rémunération ne dépasse pas 3 SMIC. Et elle est totalement, bien entendu, totalement exonérée de charges sociales. Alors, le changement de l'ordonnance. L'ordonnance, grâce à cette ordonnance, il est désormais possible à toutes les entreprises de verser une prime de 1 000 € à leurs salariés en activité pendant la période actuelle, et ce, sans avoir mis en place un accord d'intéressement. Donc avant, c'était obligatoire. Aujourd'hui, ça ne l'est plus si on verse une prime de 1 000 €. Second changement apporté par cette ordonnance, la prime peut être versée jusqu'au 31 août, alors qu'avant, fin 2019, c'était jusqu'au 30 juin. Donc là, le gouvernement accorde plusieurs mois supplémentaires pour verser cette prime de 1 000 €, maintenant sans accord d'intéressement. Toutefois, l'entreprise peut décider de porter cette prime à 2 000 €. Par contre, là, il faut un accord d'intéressement dans l'entreprise. Donc, si je résume, 1 000 € sans accord d'intéressement jusqu'au 31 août, 2 000 € seulement si on a un accord d'intéressement dans l'entreprise, avec bien entendu les mêmes conditions. Et n'oubliez pas que vous devez faire une décision unilatérale d'employeur si vous décidez de verser cette prime, et vous trouverez un modèle dans la bibliothèque de Sinov. Et vu qu'il nous reste un peu de temps, nous allons voir une dernière ordonnance publiée le 1er avril sur la formation professionnelle. Alors, cette ordonnance va en intéresser plus d'un, car cette ordonnance prévoit des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle, mais aussi de report d'échéance. Alors, que dit le texte? Plusieurs choses, notamment dans l'article 1. L'article 1 reporte du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 l'échéance fixée initialement aux organismes de formation pour obtenir la certification qualité. Donc, on remet un an pour les organismes de formation. Également, l'article 1 reporte d'un an, soit ce même 1er janvier 2022, l'échéance de l'enregistrement dans le répertoire spécifique tenu par France Compétences
des certifications ou habilitations. Et enfin, à ce qui vous concerne vous en tant qu'employeur, cet article diffère jusqu'au 31 décembre 2020 la réalisation par l'employeur des entretiens professionnels et d'état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié. Pour rappel, on avait jusqu'à la mi-mars, et là, le gouvernement a dit tout le monde aura jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en place ces entretiens professionnels. Et je pense que c'est un cadeau parce que l'employeur avait tout de même 6 ans déjà pour mettre en place ces entretiens. Et là, désormais, il bénéficie encore de plusieurs mois supplémentaires. L'ordonnance suspend également jusqu'au 31 décembre 2020 l'application des sanctions prévues par la loi dans le cas où ces entretiens n'ont pas été réalisés. Donc, vous avez plusieurs mois supplémentaires et vous ne serez pas sanctionné si vous êtes en retard dans ces entretiens professionnels. Alors, autre article intéressant de cette ordonnance, enfin en tout cas qui peut potentiellement vous concerner, l'article 3 autorise la prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, et ce, pour tenir compte de la suspension de l'accueil des apprentis par les centres de formation. Donc, bien entendu, du fait des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, le calendrier de l'alternance initialement prévu lors de la conclusion du contrat, des sessions de formation et parfois même des examens sont reportés à des dates qui peuvent être postérieures aux dates de fin d'exécution des contrats. Voilà. Voilà, c'était la dernière ordonnance traitée aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, si je résume, nous avons vu à ce jour un total de 9 nouveaux textes, tous sortis depuis le 25 mars. Donc, 25 mars et 1er avril. Les publications des nouveaux textes, je pense, vont très largement décélérer dans les prochaines semaines. Néanmoins, Sinov ne manquera pas de vous tenir informé au jour le jour des nouvelles informations, notamment sur son site covid19.sinov.fr. Pour conclure, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je suis encore désolé pour ma toux et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous.